Octobre 2024, nord du comté de Davis, Utah. Une zone marécageuse isolée, à des kilomètres de tout ce qui ressemble à la civilisation. Quelques jours plus tôt, une violente tempête avait balayé la région. Les séquelles étaient visibles partout. Des branches brisées, d'épaisses couches de boue lourdes et des eaux de crue bien au-delà de leurs niveaux habituels. À présent, des dizaines de personnes avancent lentement à travers ce terrain marécageux. Ce ne sont pas des volontaires civils ni des habitants du coin. Ce sont des membres de la garde nationale, lourdement équipés. Ils ont divisé la zone en secteurs et ratissent méthodiquement les roseaux, vérifiant les rives instables et les criques peu profondes. Leur mission est douloureusement précise: localiser tout ce qui n'appartient manifestement pas à ce paysage naturel. Lors d'une nouvelle passe de recherche, une équipe repère au loin un grand objet sombre. Il est coincé profondément dans d'épais roseaux, ballotté par le mouvement de l'eau. Plusieurs membres de l'équipe entrent dans le marais, en tenue complète, sécurisent l'objet et le traînent ensemble jusqu'à la terre ferme. Ce qui se trouve devant eux est un énorme coffre de toit, une boîte de rangement en plastique standard, le genre que les familles fixent habituellement sur le toit d'un minivan avant de longs voyages en voiture. Le logo du fabricant est encore clairement visible sur le couvercle. Les enquêteurs sont appelés sur les lieux immédiatement. Là même, sur la rive, les officiers forcent l'ouverture du coffre de toit trempé. À l'intérieur, pas de matériel de camping, pas de bagages, pas de roues de secours. Le contenant est complètement vide. Mais en examinant les parois intérieures et le fond de la boîte, les enquêteurs remarquent plusieurs taches brun foncé réparties sur la surface en plastique. Des spécialistes de la scène de crime testent le matériau sur place à l'aide d'un réactif chimique. La réaction est immédiate et il n'y a aucun doute possible. Le coffre de toit contient une quantité massive de sang humain. Quelqu'un avait clairement tenté de nettoyer le plastique, mais les preuves biologiques s'étaient déjà infiltrées profondément dans le matériau poreux. Bienvenue. Aujourd'hui, nous analysons une affaire qui n'a vraiment rien de typique. Une histoire où l'image du rêve américain parfait cachait des faits profondément troublants en dessous. Avant de commencer à reconstituer la chronologie complète de cette enquête, étape par étape, prenez un instant pour soutenir la vidéo. Laissez un like, un commentaire et vérifiez si vous êtes abonné. Ce soutien aide vraiment à faire circuler ces vidéos et c'est pour moi la plus grande motivation pour continuer à creuser des rapports, des documents et des dossiers afin de construire des enquêtes comme celle-ci. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent ce travail. Vous êtes les meilleurs. Maintenant, entrons dans les preuves. Le coffre de toit recouvert de sang, récupéré dans les roseaux, devient immédiatement le centre de l'enquête. Des échantillons sont envoyés d'urgence au laboratoire pour une analyse ADN. Peu de temps après, la base de données de la police renvoie une correspondance à 100%. Le sang appartient à une personne dont la disparition, quelques semaines plus tôt, avait déjà plongé les forces de l'ordre de plusieurs villes dans une panique totale. L'homme disparu avait 51 ans. Avant de disparaître, il vivait dans le quartier huppé de Cottonwood, juste à l'extérieur de Salt Lake City, élevant 3 enfants tout en repartant au travail chaque matin. Mais Matthew n'était pas un simple employé de bureau. Les forces de l'ordre recherchaient un vétéran et membre actif du 19e groupe des forces spéciales de la Garde nationale de l'armée américaine, l'une des unités d'élite connues dans le monde entier sous le nom de Béret vert. Le travail de Matthew impliquait certaines des missions les plus difficiles qui soient, des missions exigeant une endurance extrême, de la discipline et un contrôle mental absolu. Et pourtant, un soldat aussi entraîné et physiquement capable avait simplement disparu de son propre domicile sans emporter ses affaires, son portefeuille, ni même ses clés. Les enquêteurs se retrouvaient face à la question qui allait définir toute l'affaire.
comment un coffre de toit provenant du véhicule familial avait-il atterri dans un marais à des kilomètres de la maison, et qui aurait pu maîtriser quelqu'un que le gouvernement avait passé des années à former pour survivre dans presque n'importe quelles conditions. Les militaires disparaissent parfois, mais des cas comme celui-ci n'arrivent presque jamais en temps de paix, et certainement pas depuis le jardin d'une maison de banlieue coûteuse. Pour comprendre ce qui a mené à ce crime, nous devons remonter au tout début. L'histoire de Matthew et Jennifer commence en 2012. À l'époque, Matthew avait 39 ans, né en juillet 1973. Il avait déjà derrière lui des années d'expérience militaire, ainsi qu'un divorce calme et relativement sans drama d'avec sa première femme. Jennifer, née en février 1982, avait grandi dans un quartier confortable de Cottonwood et restait très proche de ses parents, Thomas et Rosalie, qui s'impliquaient profondément dans la vie de leur fille et intervenaient régulièrement dans les affaires familiales. La relation évolua rapidement. En 2014, Matthew et Jennifer se marièrent officiellement. En apparence, ils semblaient faits l'un pour l'autre. Matthew dégageait la fiabilité et la rigueur qu'on attend d'un militaire, tandis que Jennifer projetait l'image d'une mère au foyer chaleureuse et attachée à sa famille. Le couple acheta une maison valant bien plus d'1 million de dollars. Au fil des années, ils accueillirent 3 enfants dans la famille, nés en 2013, 2017 et 2019. Aux yeux de tous, ils ressemblaient à la définition du foyer américain parfait. Matthew continuait de construire sa carrière militaire au sein de la garde nationale, tandis que Jennifer gérait la vie à la maison. Des collègues militaires rendaient régulièrement visite à la maison. Les voisins voyaient des barbecues le week-end, des photos de familles souriantes et une pelouse parfaitement entretenue. Personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Et honnêtement, c'est souvent ainsi que ces histoires se déroulent. Les gens jugent les autres d'après la version présentée au monde extérieur. La famille Johnson maintint cette image soignée pendant des années. Mais plus tard, lorsque les enquêteurs commencèrent à éplucher les relevés bancaires, les dossiers judiciaires et les documents financiers, cette illusion sociale s'effondra presque instantanément. Derrière les murs de cette maison coûteuse, la réalité ne ressemblait en rien au tableau que leurs invités avaient vu. À l'été 2024, le mariage de 10 ans commença officiellement à s'effondrer. En juillet, Jennifer déposa une demande de divorce. Presque immédiatement, la procédure se bloqua en raison de désaccords majeurs sur 2 points: le partage de la propriété coûteuse et la garde de leurs 3 enfants. Aucune des 2 parties n'était prête à céder, si bien que le couple fut contraint de continuer à vivre sous le même toit pendant que la bataille juridique s'éternisait. Cette situation devint rapidement toxique. Matthew commença à trouver des raisons de passer moins de temps à la maison. En tant que militaire expérimenté, il choisissait de plus en plus souvent de passer la nuit dans les casernes de la garde nationale plutôt que de rentrer chez lui. Dans ses conversations avec ses collègues soldats, il admettait ouvertement que l'atmosphère à la maison était devenue insupportable. Selon plusieurs collègues, Matthew alla même jusqu'à dire qu'il craignait réellement pour sa sécurité physique lors des confrontations avec Jennifer. En août, le conflit se déplaça entièrement devant les tribunaux. Jennifer déposa une demande d'ordonnance de protection contre son mari. Mais après avoir examiné en détail les messages du couple et leurs interactions documentées, le magistrat parvint à une conclusion très inattendue. Le juge rejeta officiellement la demande. Les archives judiciaires montrent plus tard que le magistrat nota que Jennifer elle-même déclenchait régulièrement des disputes, insultait son mari et affichait un comportement agressif tout au long du mariage. À un moment donné, le juge aurait clairement indiqué que si quelqu'un dans cette relation semblait avoir besoin de protection, c'était Matthew. Dans le même temps, les enquêteurs découvrirent un autre élément majeur de l'histoire. Jennifer aurait commencé à fréquenter un autre homme dans le dos de son mari. Selon l'enquête, les deux se rencontraient régulièrement pendant que Matthew était en service ou passait la nuit
à la base militaire. L'identité de cet homme n'a toujours pas été divulguée publiquement par les enquêteurs, mais très bientôt, il allait devenir un personnage clé pour démêler toute l'affaire. Il y avait aussi le volet financier. Matthew détenait une police d'assurance vie d'une valeur de 500 000 $. Et selon les documents, Jennifer en était la seule bénéficiaire. Ce qui signifiait que si Matthew disparaissait soudainement ou était retrouvé décédé, Jennifer pourrait potentiellement obtenir un avantage total dans le litige pour la garde, le contrôle complet des actifs familiaux et l'accès à un versement d'assurance colossal. Et honnêtement, si vous parcourez suffisamment d'affaires aux criminels, vous commencez à remarquer les mêmes déclencheurs, encore et encore, l'argent et les conflits familiaux. Les batailles juridiques s'étirent pendant des mois. Diviser un bien immobilier devant les tribunaux devient épuisant, et finalement, une partie peut commencer à se convaincre que l'élimination de l'autre résoudrait tout d'un coup. Alors, selon vous, quel était le mobile principal ici? La police d'assurance d'un demi-million de dollars ou la bataille de garde qui s'intensifiait? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors qu'on entre en septembre 2024, la tension à l'intérieur de cette maison est sur le point d'atteindre son point de rupture. Fin septembre 2024, Matthew cesse soudainement de se présenter à son unité de la garde nationale. Pour quelqu'un ayant son niveau de formation militaire et ses années de service, manquer le service sans explication sérieuse est pratiquement inédit. Dans un premier temps, les responsables de la base sont informés que le soldat a pris un congé d'urgence. L'explication donnée est que son père aurait soudainement subi un accident vasculaire cérébral et aurait besoin de soins constants. Mais les jours passent. La période de congé approuvée expire et Matthew ne revient jamais à la base. Des collègues soldats essaient de l'appeler, mais son téléphone est inaccessible. Chaque appel tombe directement sur la messagerie. Le 28 septembre, plusieurs collègues inquiets contactent les forces de l'ordre et demandent une vérification du bien-être du soldat à son domicile. Les officiers contactent Jennifer et lui demandent de se présenter pour un interrogatoire. Elle arrive calmement au commissariat de Cottonwood et donne aux enquêteurs sa version des faits. Selon Jennifer, elle n'avait pas vu son mari depuis le 20 septembre. Elle affirme que plus tôt ce soir-là, le couple avait eu une dispute sérieuse. Après la confrontation, Matthew lui aurait dit qu'il avait besoin d'une pause, qu'il serait absent exactement une semaine, et lui aurait expressément demandé de ne pas le contacter pendant ce temps. Jennifer dit aux enquêteurs qu'elle a simplement respecté ses limites et attendu son retour. Et honnêtement, ce niveau de calme ne vous semble-t-il pas étrange? Son mari a disparu. Il ne se présente plus au service. Son téléphone est éteint. Pourtant, elle ne contacte jamais les autorités, n'appelle jamais les hôpitaux locaux et ne semble jamais véritablement alarmée. Les enquêteurs remarquent immédiatement la même chose. Sur le papier, la situation pourrait encore ressembler à une disparition classique après une dispute domestique, mais les enquêteurs décident de ne pas perdre de temps. Des patrouilles reçoivent des alertes et commencent à fouiller systématiquement les quartiers environnants, élargissant progressivement le rayon autour du domicile de la famille Johnson. Très rapidement, ils obtiennent une avancée. Peu après, le véhicule personnel de Matthew est retrouvé abandonné sur le bord d'une route dans un quartier résidentiel voisin. La voiture est verrouillée et personne n'est à l'intérieur. À ce stade, les enquêteurs changent radicalement de stratégie. Les enquêteurs obtiennent l'accès aux enregistrements numériques liés à l'activité du téléphone portable de Jennifer. Lorsque les analystes commencent à examiner les données de localisation et de facturation, ils découvrent quelque chose de profondément suspect. Le 21 septembre, exactement un jour après la disparition signalée de Matthew, le téléphone de Jennifer indique un long trajet vers le nord dans le comté de Davis. Puis soudainement, l'appareil se déconnecte complètement des antennes relais voisines pendant plusieurs heures. Pendant une longue période, le téléphone disparaît essentiellement du réseau avant de se reconnecter plus tard. Les enquêteurs commencent immédiatement
a récupéré les images de surveillance des caméras de circulation et de sécurité le long du trajet, estimé de Jennifer vers le nord. Après avoir visionné des dizaines d'heures de vidéos, les enquêteurs tombent sur des images d'un lavage de voitures en libre service local. Et ce qu'ils y voient attire immédiatement leur attention. Les caméras capturent le minivan familial de Jennifer garé dans l'un des box de lavage. On la voit nettoyer méticuleusement l'intérieur du véhicule avec une intensité inhabituelle. Chaque surface, chaque siège, chaque tapis de sol. Les enquêteurs notent, plus tard, que Jennifer semble particulièrement concentrée sur la zone de chargement arrière, frottant l'intérieur du van comme si elle cherchait à éliminer la moindre trace de preuve. En soi, un passage au lavage de voiture n'est pas un crime. Mais lorsque les enquêteurs combinent le véhicule abandonné, le téléphone qui s'éteint dans un comté reculé au nord, et ce nettoyage en profondeur, presque obsessionnel de l'intérieur du van, le tableau commence à paraître bien plus inquiétant. À ce stade, les enquêteurs réalisent qu'ils n'ont plus affaire à une simple dispute domestique. Ils se préparent à demander un mandat de perquisition complet pour la maison. Mais avant que cela n'arrive, l'affaire reçoit soudainement une impulsion décisive d'une source totalement inattendue. Pendant que les enquêteurs se préparent à rencontrer un témoin clé resté dans l'ombre, l'équipe principale d'enquête reçoit l'autorisation et pénètre officiellement dans le domicile des Johnson. Au premier coup d'œil, tout semble normal. Les meubles sont soigneusement disposés. Les sols sont impeccables. La maison paraît calme et ordonnée. Mais au moment où les spécialistes de la scène de crime entrent dans la chambre principale et vaporisent des réactifs chimiques sur le sol et le cadre du lit, un tableau entièrement différent s'illumine devant eux. Sous le lit, les enquêteurs découvrent de larges zones de preuves biologiques effacées. Du sang humain s'était infiltré profondément dans les lattes de bois sous le matelas. Et même maintenant, les enquêteurs peuvent encore sentir une légère mais âcre odeur de javel dans l'air. Quelqu'un avait clairement fourni un effort considérable pour nettoyer la pièce, mais les enquêteurs expérimentés savaient que les traces biologiques sont quasi impossibles à éliminer complètement avec des produits ménagers ordinaires. Puis ils remarquent un autre détail majeur. Le matelas d'origine a disparu. Immédiatement, les enquêteurs orientent leur attention vers les proches de Jennifer. Thomas et Rosalie sont convoqués pour interrogatoire. Le couple âgé dit aux enquêteurs avec assurance qu'ils ont bien rendu visite à leur fille peu après la disparition de Matthew. Selon eux, ils sont restés moins d'1 heure, ont pris quelques affaires, puis sont partis. Au premier abord, l'histoire semble plausible, sauf que les voisins racontent une version entièrement différente. Plusieurs témoins confirment que le couple n'était pas là 1 heure. Ils sont restés à l'intérieur de la propriété plus de 5 heures d'affilée. Et selon ces témoins, ils ont passé la majeure partie de ce temps à effectuer un nettoyage intensif à l'intérieur de la maison. Les enquêteurs découvrent ensuite encore plus. Rosalie avait personnellement acheté un nouveau matelas pour remplacer celui qui avait disparu. Et lorsque les enquêteurs demandent l'accès à son téléphone pour une analyse médico-légale, ils découvrent que l'appareil avait récemment été réinitialisé aux paramètres d'usine. Chaque message, chaque journal d'appel, chaque enregistrement de localisation complètement effacé. Honnêtement, c'est la partie qui ressort toujours dans des affaires comme celle-ci. Les gens pensent pouvoir berner le système avec des tentatives de nettoyage précipitées, des données supprimées et des litres de javel. Mais en réalité, ces actions frénétiques deviennent généralement d'énormes signaux d'alarme pour les enquêteurs. Plus des personnes inexpérimentées essaient de dissimuler quelque chose, plus elles attirent l'attention sur elles-mêmes. Pensez-vous vraiment qu'ils croyaient que remplacer un matelas et réinitialiser un téléphone ferait disparaître tout ça? Mais la plus grande erreur de toutes vient de Thomas. Lors d'une autre conversation avec la police, il dit soudainement
Je ne suis même jamais entré dans la pièce où s'est passé l'incident. » Les enquêteurs se regardent immédiatement, parce que jusqu'à ce moment précis, personne n'avait jamais dit à Thomas qu'il y avait une scène de crime à l'intérieur de la maison. Les enquêteurs n'avaient jamais mentionné de sang. Ils n'avaient jamais mentionné la chambre, et ils n'avaient certainement jamais indiqué où l'incident aurait pu se dérouler. Avec une seule phrase maladroite, Thomas confirme accidentellement qu'il en sait bien plus qu'il ne devrait. À ce stade, l'étau autour de la famille se resserre rapidement. Et maintenant, les enquêteurs n'ont plus qu'une chose à faire: entendre la version de la personne qui était restée cachée depuis le début. Le 2 octobre 2024, les enquêteurs reçoivent un appel téléphonique inattendu. Un homme non identifié demande à être mis en contact directement avec le responsable de la division d'enquête et insiste pour une réunion entièrement confidentielle. Sa voix semble nerveuse, ébranlée. Il est évident qu'il est sincèrement effrayé par ce dans quoi il est impliqué. C'est le même partenaire de l'aventure secrète mentionné plus tôt. À un moment donné, la réalité de la situation devient trop grave pour qu'il l'ignore. Réalisant exactement dans quoi il a pu être entraîné, l'homme décide de sortir de l'ombre, de révéler son identité et de coopérer pleinement avec les forces de l'ordre. Dans la salle d'interrogatoire, le témoin n'arrive pas avec des soupçons vagues ou des théories. Il pose de véritables preuves numériques sur la table. Des messages, textes sauvegardés, des enregistrements audio cachés de conversations téléphoniques avec Jennifer. Puis il commence à guider les enquêteurs à travers tout ce qui s'est passé environ 10 jours plus tôt. Selon sa déclaration, le 22 septembre, Jennifer s'est rendue personnellement chez lui. Il dit qu'elle paraissait émotionnellement exaltée et inhabituellement loquace, comme si elle avait besoin de se libérer de tout ce qu'elle retenait. Lors de cette visite, Jennifer aurait avoué avoir commis le crime contre son mari et aurait ouvertement décrit les étapes qu'elle avait suivies par la suite. Mais les enquêteurs sont particulièrement troublés par un autre détail mentionné par le témoin. En parlant avec Jennifer en face à face, il avait remarqué de larges effets bleus sur son corps. Les marques semblaient cohérentes avec un effort physique intense. Il lui demanda directement d'où venaient les blessures, et selon le témoin, Jennifer répondit sans peur, hésitation ni remords visibles. Elle expliqua calmement que les bleus étaient apparus lors du conditionnement et du transport du corps de Matthew. Elle aurait également admis avoir reçu des coupures et des égratignures en nettoyant la maison et en tentant d'éliminer les preuves de la chambre. Les enquêteurs commencent immédiatement à analyser les enregistrements audio fournis par le témoin. Un appel en particulier se démarque. L'enregistrement capture une conversation qui s'est produite après leur rencontre en personne, alors que le témoin essayait encore de traiter tout ce qu'il avait entendu. La voix de Jennifer sur l'enregistrement semble choquamment calme. À un moment, elle lui demande de ne pas la voir comme un monstre et le supplie de se souvenir de la version positive d'elle qu'il connaissait autrefois. L'homme, clairement submergé, essaie de lui raisonner. Il rappelle à Jennifer qu'elle a pris la vie d'une vraie personne, le père de ses enfants. Puis vient la réponse que les enquêteurs décriraient plus tard comme profondément troublante. D'un ton complètement plat, Jennifer aurait dit « Ce n'était plus une personne, ce n'était plus Matt. Honnêtement, mettez-vous un instant à la place de cet homme. Vous entamez une liaison en pensant avoir affaire aux problèmes habituels à l'intérieur du mariage de quelqu'un d'autre. » Puis, soudainement, la femme se présente couverte de bleu en parlant du transport du corps d'un vétéran de combat. À ce moment-là, l'instinct de survie s'enclenche probablement rapidement. Le témoin a probablement réalisé que si Jennifer était capable de mener à bien quelque chose d'aussi calculé contre son propre mari, rien ne garantissait qu'un témoin gênant serait en sécurité non plus. Et c'est très probablement cette peur qui l'a envoyé directement voir les enquêteurs. Ces enregistrements et déclarations directes transformèrent complètement l'enquête. Ce qui avait auparavant ressemblé à des pièces éparpillées, le coffre de toit jeté dans les marécages, le trajet suspect au lavage de voiture, la javel dans la chambre
le comportement des parents de Jennifer s'assembla soudainement en une séquence claire. Pour la première fois, les enquêteurs comprennent pleinement le mobile probable, la chronologie et toute l'opération de nettoyage entourant le crime. Et en s'appuyant sur cette montagne croissante de preuves, les enquêteurs commencent à reconstituer les événements de la nuit du 20 septembre, minute par minute. Revenons maintenant à la nuit du 20 septembre et reconstituons ce que les enquêteurs croient s'être vraiment passé, étape par étape, à l'aide des preuves médico-légales, des données de téléphone portable, des images de surveillance et des déclarations des témoins. Les enquêteurs assemblent finalement les fragments épars en une chronologie brutale. Ce soir-là, Jennifer sort ses 3 enfants de la maison et les confie à ses parents, Thomas et Rosalie. Ce faisant, elle s'assure que la propriété est complètement vide, à l'exception d'elle-même et de Matthew. Le couple se retrouve maintenant seul dans la maison. Plus tard dans la soirée, tous deux commencent à boire beaucoup. Les enquêteurs pensent qu'une grande quantité de whisky a été consommée, et à un moment donné durant la soirée, la situation exacte que Matthew avait redoutée pendant des mois explose au grand jour. Il apprend l'aventure secrète de Jennifer. Une dispute massive éclate à l'intérieur de la maison. Le point de rupture final d'un mariage qui s'effondrait déjà depuis des mois à travers des demandes de divorce, des batailles pour la garde et des confrontations constantes. Après cette dispute épuisante, Matthew monte finalement dans la chambre. Il s'allonge de son côté du lit et s'endort. Selon les enquêteurs, Jennifer attend que son mari soit complètement inconscient. Puis elle récupère un pistolet 9 mm. Les enquêteurs pensent qu'elle entre dans la chambre, s'approche du vétéran endormi et tire une seule balle directement dans sa tête. Il n'y a aucun signe de lutte, aucune indication que Matthew ait eu la moindre chance de se défendre. Les enquêteurs concluent que le coup de feu a mis fin à sa vie, presque instantanément. Le sang s'infiltre profondément dans le matelas, traverse le tissu et se répand sur le cadre en bois en dessous. Ce qui se passe ensuite devient le cœur de toute l'opération de nettoyage. Les enquêteurs pensent que Jennifer commence immédiatement à détruire méthodiquement les preuves. D'abord, elle détruit complètement le téléphone de Matthew, éliminant les enregistrements numériques potentiels et l'historique des communications que les enquêteurs auraient pu retracer plus tard. Puis elle sort et retire le grand coffre de toit du minivan familial. Jennifer traîne l'énorme conteneur en plastique dans la maison et le monte dans la chambre principale. Selon les enquêteurs, elle place le corps de Matthew dans le coffre de toit, mais le poids devient rapidement un problème sérieux. Alors qu'elle tente de déplacer le conteneur vers l'escalier, la lourde boîte en plastique heurte à plusieurs reprises l'escalier, les murs, les rampes et les marches en bois. Les enquêteurs pensent plus tard que c'est probablement ainsi que Jennifer a reçu bon nombre des bleus remarqués plus tard par le témoin. À plusieurs reprises, elle aurait eu du mal à simplement empêcher le conteneur de dévaler les escaliers entièrement. Après avoir descendu la boîte, Jennifer serait retournée dans la chambre et aurait commencé à nettoyer agressivement la zone couverte de sang à l'aide de produits chimiques ménagers puissants et de grandes quantités de javel, dans le but d'éliminer les traces biologiques et de masquer l'odeur. Avec beaucoup d'efforts, elle charge finalement le conteneur improvisé dans l'arrière du minivan familial. Mais les enquêteurs pensent qu'elle sait que partir immédiatement créerait une piste évidente. Avant de conduire vers le nord, Jennifer met en scène une autre partie de la scène. Elle monte dans le véhicule personnel de Matthew, le conduit dans un quartier résidentiel voisin et l'abandonne sur le bord de la route pour créer l'impression qu'il aurait pu disparaître volontairement. Puis seule dans l'obscurité totale, elle rentre chez elle, à pied. Ce n'est qu'après ça qu'elle retourne au minivan. Les enquêteurs pensent que Jennifer conduit ensuite loin vers le nord, au-delà des limites de la ville, dans une partie reculée de l'Utah. Quelque part dans cette zone isolée, les enquêteurs disent qu'elle creuse une tombe peu profonde
et y dissimule le corps de Matthew. Ensuite, elle emmène le coffre de toit couvert de sang jusqu'au marécage du comté de Davies et le jette directement dans l'eau du marais, espérant que la boue, les inondations et les dégâts de la tempête cacheraient les preuves définitivement. J'ai lu des affaires comme celle-ci de nombreuses fois, et honnêtement, la mécanique de ce qui se passe après ressort toujours. Pensez simplement à l'effort physique considérable impliqué ici. D'abord, effectuer la fusillade à bout portant, puis déplacer seul une quantité énorme de poids à travers la maison, nettoyer les sols avec des produits chimiques agressifs, déplacer des véhicules, creuser dans un sol froid au milieu de la nuit sans personne pour aider. Cela demande de la concentration, du contrôle et un niveau de sang-froid presque troublant. Cela ressemble vraiment à une rupture émotionnelle soudaine ou à un accident impulsif, parce que personnellement, quand j'examine cette chronologie, chaque étape après le coup de feu semble calculée avec une précision effrayante. Passons maintenant au dernier chapitre de cette histoire et à l'issue officielle de l'enquête. Les arrestations effectuées en octobre 2024 ont déclenché un long et complexe processus judiciaire. Jennifer a été formellement inculpée de 9 chefs d'accusation criminels, dont des chefs de meurtre au premier degré liés à la mort de Matthew. Les procureurs poursuivent une peine qui pourrait la maintenir derrière les barreaux à vie. La liberté sous caution a été refusée et elle reste en détention dans l'attente de son procès. Tout contact entre Jennifer et ses enfants a été interdit. Ses parents, Thomas et Rosalie, font face à des charges liées à la destruction de preuves. Contrairement à Jennifer, ils attendent leur procès en dehors de la détention, sous strict contrôle judiciaire. Les procédures judiciaires ont connu des retards répétés. Les avocats de la défense continuent de se battre sur des questions procédurales et tentent agressivement de bloquer l'admission des enregistrements audio comme preuve. Et tout récemment, en mai 2026, le tribunal a approuvé un nouveau report. Le procès devant jury est maintenant officiellement prévu pour décembre. Jusqu'à ce qu'un verdict final soit rendu, tous les comptes bancaires et actifs majeurs de la famille restent gelés. Mais honnêtement, la partie la plus dévastatrice de toute cette histoire est ce qui est arrivé aux 3 enfants. En l'espace d'une seule journée, ils ont effectivement perdu leurs 2 parents. La réalité stable qu'ils connaissaient s'est effondrée à cause des décisions calculées prises par les adultes qui les entouraient. En ce moment, les enfants vivent avec des proches tout en continuant à bénéficier d'un soutien psychologique professionnel. Et même après tout ce que les enquêteurs ont découvert, les procureurs font face à un problème majeur. Le corps de Matthew Johnson n'a jamais été retrouvé. Malgré le coffre de toit couvert de sang, les relevés téléphoniques, les preuves de surveillance et les déclarations enregistrées, les recherches à grande échelle dans les marécages n'ont pas permis de retrouver ses restes. Cette pièce manquante est maintenant devenue le cœur de la stratégie de la défense. Leur argument est simple. Sans corps, prouver la cause exacte du décès devient considérablement plus difficile devant un tribunal. Alors, qu'en pensez-vous? Les preuves réunies par les enquêteurs seront-elles suffisantes pour une condamnation? Ou la défense pourrait-elle véritablement démanteler le dossier sans que l'accusation ne retrouve jamais le corps de Matthew? Laissez vos théories dans les commentaires. Si cette enquête vous a intéressé, soutenez la vidéo avec un like et abonnez-vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.